François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. Je perds pas le temps avec le principe, vous y êtes habitués. On se balade dans ces petits agendas qu'ont tous les Américains. Souvent, c'est des boîtes publicitaires, même qui leur donnent à tous leurs partenaires, mais on les achète évidemment chaque début d'année. Et combien de fois, nous, on faisait ça? Tiens, ce serait intéressant de se demander quand est-ce la dernière fois que j'ai acheté un agenda? Et pourtant, qu'est-ce que ça comptait? On avait celui avec les adresses ou les téléphones, oh là là, et puis celui, alors on avait des grands formats, des petits formats, on faisait des plannings, vous savez, il y avait ceux Exaconta avec les petits coins qui se déchirent, comme ça vous pouvez toujours l'ouvrir à la date du jour, vous inscrivez les plannings, alors que maintenant, ce qui se passe, eh bien, c'est l'ordinateur, et puis, bon, il y en a qui se servent beaucoup de ces machins, là, téléphone, mais moi j'ai vraiment du mal de toute façon, même des fois ça me fait des rêves, tu vois, t'es en train de rêver et t'es là et t'as les doigts trop gros, t'appuies sur un truc, ça fait pas ce que tu veux ou c'est coincé, et là tu te dis, waouh, on le tient un petit peu à distance, et alors des fois j'ai des remarques, oh ton site c'est bien, mais sur téléphone, regarde-le sur un truc plus grand. Là, par contre là il y a ce plaisir là, alors c'est le plaisir du laptop, moi bien souvent, enfin je sais pas combien j'en ai eu des comme ça, mais c'est que ça évolue tout ça, mais ça s'ouvrait comme un livre, c'est déjà comme un journal, tu l'as avec toi, et là c'est une position de confort. Tu peux même le brancher sur une télé, si tu veux le soir voir un film en grand. Et puis, il y a aussi les tablettes. On est combien à avoir des tablettes? Alors là, c'est pareil. Moi, je m'en sers un petit peu moins. Je me sers de quoi? Quand je suis en trimballe, en train ou en séjour hors de la maison, c'est celui-ci que j'emmène. Et pourtant, il en a vu. Hein, c'était celui aussi de l'école d'art et tout ça. Il fait le job. Hein, faut pas lui demander trop de montage vidéo. Là, ça va hyper lentement. L'iPad, je m'en sers disons, pour les petites sessions canapé pendant la sieste. Mais sinon, c'est évidemment pour la lecture Kindle. Mais là, la lecture Kindle, ça marche pas non plus pour les contenus comme ça. Mais c'est être à la table. Être à la table, il y a cette grande dalle, là vous la voyez pas, elle est haute comme ça, elle est large comme ça, donc tu te voyages à l'intérieur, tu te promènes à l'intérieur. Et c'est l'outil dont je me sers le plus, finalement, pour ces petites vidéos Lovecraft. Alors c'est l'application de copie-écran. J'ai fait 3, 2, 1, 0, j'ai sélectionné l'espace là de mes 3 fenêtres. Alors j'ai Chrome, où j'ai là la numérisation du journal à la Brown, j'ai Firefox où j'ai le Times, là, les archives donc du 24 avril 1925, et j'ouvre le PDF du jour à la même taille. C'est-à-dire que j'installe dans ma vidéo l'image d'un écran qui n'est pas mon écran, mais qui... là on n'est pas encore chez Lovecraft, mais ça pose tellement de questions que ces outils. Le rapport au monde, autant de Lovecraft, le rapport au monde, est-ce qu'il est différent parce qu'il n'y a pas ces choses-là? Il y a la correspondance postale. Et la correspondance postale, il en fait un usage qui, à nous, semble démesuré, mais qui est avoir relation à distance avec le plus de simultanéité possible. Et évidemment, dans ce cas-là, l'écrit n'a plus de hiérarchie. C'est l'écrit des livres. Là, c'est les livres utilitaires. Ce guide de New York des années 30, je m'en sers tout le temps et j'en ai pas encore assez parlé dans les vidéos. Ou les livres de fiction. Là, j'ai toujours ce Manuela Dreger Volodine sur ma table, ou tiens, un Antonin Artaud, parce que la poésie c'est un temps d'arrêt. Cette médiation, c'est-à-dire le langage écrit devient une médiation globale, qu'elle soit par la poésie le plus intense, par la non-fiction. Là, on vient de parler beaucoup là, de son récit de voyage de Washington, et il refera d'autres récits comme ça sur le Vermont, sur Charleston, sur Québec.
donc une interrogation aussi de forme, et la correspondance qui inclut des temps de digression, qui inclut des temps de fabrique. C'est pas j'écris la lettre et j'envoie. Là, pour ça, on a des cartes postales, tant qu'on en veut. Mais c'est des lettres, les lettres à Howard, qui font parfois 70 pages. On les rédige sur 10 jours, sur 15 jours. Ce sont aussi des monuments. Et le livre, la littérature de fiction, le récit, tenez, en voilà deux. La couleur tombée du ciel et dans l'abîme du temps. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a 3 jours, il y avait une sorte de mot croisé dans le New York Times que j'avais mis dans le PDF en disant « Hey, celle ou celui qui arrivera à régler le petit mot croisé de pub, il aura un cadeau, j'envoie un livre. » J'ai pas eu de réponse, ça fait rien. C'est comme ça, mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que dans cet usage de l'écrit qui est permanent pour la relation sociale, parce que Lovecraft est un grand marcheur. Il consacre un temps énorme chaque journée, toute sa vie à Providence, de nuit, de jour. C'est le cas aussi à New York, à la déambulation, en général la déambulation urbaine, même si à Providence, il prend un bus, il se fait déposer à 20 bornes de la ville et il revient à pied par les hameaux, ou il part le matin à 4h30 parce que ce bateau est beaucoup moins cher. Il va à Newport, il s'installe dans les falaises noires de Newport avec son écritoire. Donc nous, on a perdu un petit peu l'idée, parce que la voiture, parce que le train, parce que l'avion, que la relation sociale doivent être dissociées du trajet. Pour eux, dans leur tête, la correspondance a cette fonction. Mais c'est ça qui me semble quelque chose à ne jamais perdre de vue quand on aborde le principal, c'est-à-dire la fiction, le fantastique dans l'abîme du temps, ou la couleur tombée du ciel. Et juste là, le seuil, ils avaient mis 2 récits. La chose sur le seuil. The thing on the doorstep. Vous l'avez tous lu, évidemment, sinon comment s'intéresser à Lovecraft? Sinon, oh là là, cette histoire de transfert d'identité, puis à un moment donné, cette Packard qui roule dans la nuit, dans les forêts, parce qu'on a été récupérer le type malade, et quand on revient, les phares en traversant les hameaux, tout est noir, tout est noir. Mais quand on traverse des hameaux, à ce moment-là, la lumière des phares se réfléchit, et celui qui est à la place passager découvre progressivement que celui qui conduit n'est plus son ami, mais c'est ça Lovecraft. Et juste ce petit prologue impromptu, je n'avais pas pensé d'avance, c'est tout. C'était juste dire que aujourd'hui, nous, précisément, on a perdu ce primat de l'écrit comme continuité dans la relation sociale, qui peut aller, évidemment, de ça, et dans le nombre de clics du doigt. Moi, j'ai une maladie professionnelle, ça n'a pas l'air, mais cette articulation-là, elle est bousillée. C'est pour ça que j'utilise là un petit truc glissé, tapoté, pour... j'ai dit tapoter, pas vapoter. Autrefois, on prenait notre machine à écrire, ou même notre clavier d'Atari, parce qu'on se mettait dans l'écriture littéraire. L'écriture littéraire, dans ce bain des usages-là, de ce que je vous montrais, cette grande dalle écran devant laquelle je suis est un petit peu en travers pour voir la caméra à côté, l'usage littéraire n'est qu'un aspect fragmenté de cet usage. Idem dans la relation sociale, idem dans ces messageries, dans genre les WhatsApp, etc., mais qui sont tellement nécessaires aussi dans nos échanges avec nos proches, ou les emails lorsqu'il s'agit de correspondances plus instituées, plus construites, ou etc., etc. Et comment rattraper cette nécessité du récit? Alors ça aussi, ça ouvre à d'autres choses. Bon, c'est pas grave des fois qu'on parle d'un peu autrement que Lovecraft, mais on va y venir. Là, par exemple, la chose sur le seuil, même dans l'abîme du temps, même la couleur du ciel. Mais la chose sur le seuil, vous venez sur mon site, vous cliquez, et il y a une vidéo comme celle-ci,
Et je crois que c'est comme les fugues de Bach. Moi, tu vois, là, en ce moment, je sais que c'est le carnet, déchiffrer, t'as la masse des choses à recorriger, à rectifier, etc., etc. Et on avance comme ça, mais je me dis que toutes ces lectures que j'ai faites il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 2 ans, dans cette intimité neuve avec Lovecraft, qu'on est en train progressivement de construire ensemble, au bout du compte, il y aura reconstruire d'autres lectures, d'autres façons de lire, d'autres... retrouver plus de précision et de tension peut-être dans les traductions. Encore que la traduction, ça aussi, qu'est-ce que c'est bizarre. Il n'y a pas de valeur absolue de la traduction. C'est très bien qu'on soit plein à traduire. C'est très bien qu'on cherche chacun, non pas un absolu de la traduction, mais qu'on cherche au travers de ce geste de traduire comment l'auteur travaille dans notre propre langue et nos propres représentations mentales. Et c'est ça qui est évidemment passionnant, et c'est ça qui fait que dans le temps précis d'une traduction, je me souviens très précisément, page à page, de ce qui se passait en traduisant dans l'abîme du temps ou la chose sur le seuil. Un peu moins couleur tombée du ciel, il faudrait que je réfléchisse. Mais quand j'ai traduit chose sur le seuil, c'est 5 lignes par jour, 15 lignes par jour, mais pas plus. Mais du jour en jour, t'es là comme ça, comme tiré, attrapé, t'es lié par des fils, là, comme un Prométhée dans son rocher. Donc, si tu recommences une traduction, tu recommenceras la même expérience et elle te déposera au même point du langage. Tout ça pour dire que ce qu'on travaille là, est-ce que de pouvoir, par exemple, travailler ça, dire j'installe sur mon site des lectures en mode podcast ou en mode vidéo podcast de la chose sur le seuil ou dans l'abîme du temps. Et je vois bien comment elle se diffuse, et tant mieux. Est-ce que c'est la même chose que la matérialité du livre ou pas? Dans la symbolique, dans la finance, certainement pas. Mais aujourd'hui, se dire, moi en ce moment j'ai plus envie d'être là dans cette expérience d'oralisation, y compris pour la fiction, toutes ces choses que je brasse. Alors vous en avez marre? D'accord, merci, moi aussi, on y va, ordi. Alors ça tombe bien aujourd'hui parce qu'on n'a pas grand-chose. Hier, le 23, avec ce Write AEPG, avec ce mot travelogue qui nous était venu, et merci, parce qu'il fallait vraiment qu'on ait cette petite déchirure là au milieu de notre voyage. On est au tiers du voyage bientôt. Ça débordait le jeudi 23 sur le vendredi 24, puisque nous on est jeudi et que sont vendredi. Et il nous reste quoi? Il nous reste 3 petites lignes, et même celle-ci, un petit côté un peu mangé, mais ça tombe bien parce que Hoplite, alors notre Lovecraft, on commence à le connaître. Quand il nous dit Hopnoon, là je n'en vois pas. Si, vous voyez, c'est la semaine prochaine. Mardi 28, ce sera Hopnoon. Mais sinon, Hoplite. Hoplite. Parfois, il y a des Hop Yearly, quand son ami Russell récemment est venu le voir, quand Sonia va revenir tout bientôt, début mai. Mais Hoplite, ça veut dire pas avant 14 heures. Oui, mais combien de fois, là, ça a été stay up, right till morning. Cette imbrication du temps biologique et du temps de l'écriture, qu'est-ce que c'est là, une chance exceptionnelle d'avoir ce calepin pour le travailler là au ras des pâquerettes. Donc aujourd'hui, Hoplite, est-ce que c'est pour écrire? Non, on dirait que là, dans ce truc d'avoir lu là ces 20 pages et quelques de Washington à Lovemand, de l'avoir envoyé à sa tante Annie Gamwell avec le mystère là qu'une autre version peut-être a été envoyée dès le 21, moi qui l'ai envoyé à Annie le 23, la version avec la date du 21. C'est pas, bon, ça c'était le truc d'hier, j'y reviens pas. Mais non, c'est pas pour écrire. Tu te lèves tard, et tu lis. Et là, on sait pas trop ce qu'il lit. Quand il était à Washington, il a emmené Moby Dick. Est-ce qu'il est encore dans sa lecture du Moby Dick? Ça pourrait bien être le cas, mais on n'a pas
d'éléments pour le préciser. C'est normal qu'il ait faim. Bon, c'est normal qu'il ait faim. Dinner, mais il a toujours des petites choses à grignoter chez lui. Du pain dans sa boîte en fer blanc pour que les souris ne le mangent pas. Il met aussi un petit peu de fromage. Je sais qu'il n'y a pas de frigidaire, mais on a toujours des petites cages grillagées qu'on tient le plus au frais possible sur les fenêtres à l'ombre pour garder ces consommables. Et on se remet à lire et à écrire. Donc une journée off, j'avais le droit de faire une petite digression pour commencer. Et bah, vous en avez marre. Bon, des fois moi aussi, c'est George Kirk. Oui, mais bon, c'est toujours ça, cet agenda. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Puis tu regardes 2 semaines avant, tu dis ah ben non, c'est plus tout à fait la même chose. C'est cette expérience qu'on vit là, un petit peu non pas en apnée, mais comme une longue natation. Et cette longue natation, ben, c'est George Kirk qui lui dit oh, on s'est même pas vu aujourd'hui. Donc c'est Lovecraft qui monte. Donc il monte chez George Kirk. Et qu'est-ce qu'il fait une fois installé chez George Kirk? Ben, ils sont tous les deux dans la même piole, c'est tellement mieux pour lire ensemble. Et là, cette fois, bon, dinner, on peut supposer qu'avec un up late, il devait déjà être vers les 18h par là. On descend au Tiffany, parce que récemment, on avait, dans une lettre de George Kirk, il disait, ouais, j'ai pris une salade de crevettes, et Howard a pris un sandwich au fromage, c'était. Alors peut-être qu'aujourd'hui, pourquoi pas, Kirk est encore dans la salade de crevettes, Howard dans le sandwich au fromage, laissons-les, ça ne nous intéresse pas, mais ce sera une journée calme et tranquille, ensuite on remonte et stay up. Ah ouais, t'as récupéré les forces. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, le lendemain, c'est pas right. Stay up, donc on peut supposer que tout simplement, il a lu toute la nuit. Oh, et j'oubliais ici ce mot. Le lendemain, il est invité chez les Belknap-Long à déjeuner. On a vu ça récemment au départ de l'excursion pour Washington. Lui et George Kirk se sont chacun dans sa chambre. On prit un bain avec toujours cette question technique qui reste en suspens. Est-ce que c'est une salle de bain collective à chaque étage? Ça pourrait sembler le plus probable, en tout cas aujourd'hui, et pour le repas du lendemain. Et puis, vous verrez, tenez, allons-y dans le journal. En tout cas, notre Lovecraft, on est bientôt 14 jours après l'excursion Washington. Il était temps de se relaver un peu le dos sous les bras et ainsi de suite. Je passe les détails, ça ne nous regarde pas. Mais là encore, quelle chance d'avoir ça. Regardez, pour Balzac, Balzac, il écrit pendant 15, 19 jours, 20 jours au maximum. En général, ça fait 140 pages. Il fait ça, il se lève à 3h, 4h du matin. Il écrit jusqu'à 7h, donc il y a 3 grosses heures, c'est jamais plus. Et à ce moment-là, il se fait livrer un bain chaud. Bon, il semble qu'à New York, on dispose par étage de heat. On peut faire chauffer au gaz de l'eau. On a un tub. Est-ce qu'on amène le tub dans sa propre chambre? Est-ce que c'est dans une pièce dédiée à l'étage? Ça, on n'a pas encore les témoignages, on n'a pas trouvé, mais on trouvera. Mais Balzac, c'est quand il est dans ce bain chaud que les coursiers reviennent de l'imprimerie avec ce qui a été composé depuis ce qui a été écrit la veille. Et quand tu as fini le bain, tu t'attaques tout simplement. Eux prennent ce que tu viens d'écrire là de 3h à 7h et toi tu commences jusqu'à 10-11h à simplement relire, amplifier. Et là, c'est du traitement de texte manuel, ce qui a été écrit la veille. Donc c'est question du bain. On sait que pour Balzac, c'est aussi important que là, cette occurrence du mot chez Lovecraft. Alors on va vite voir notre journal. Je clique là sur donc deuxième fenêtre, cette fois Firefox, New York Times, vendredi 24 avril 1925. Et juste là, en pleine page, peut-être là aussi à voir avec le bain, c'est que
vague de chaleur. Oh ben nous, ici, aujourd'hui, c'était pas le cas. Hein. Dans notre Indre-et-Loire, là, il a plu, mais il a plu. Et puis, même ce matin, j'avais remis un peu de chauffage. Tu te rends compte, là, au 20 avril? Bon, allez, Lovecraft. Et puis, sur New York, c'est le contraire. Tellement il y avait un truc que tout le monde laisse tomber les manteaux. City sheds top coats. C'est la ville qui enlève son manteau. Bravo le New York Times. Et plus de 7000 personnes sont en train de nager sur les plages océanes, donc en particulier Coney Island, alors que dans le Montana, dans la ville de Butte, dans le Montana, on a eu 17 pouces, ça fait quoi? On a eu encore 6 centimètres de neige. Oh, Montana! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une pauvre dame qui s'est fait voler ses perles encore. Elle était à une soirée, cette riche industrielle. Cette riche, je ne pas dit qu'elle était riche, son mari l'est un petit peu. Mais ce couple d'industriels de Pittsburgh est venu ici, là, à New York, et ils étaient à l'hôtel, et puis elle avait mis son collier de perles, et puis ils sont rentrés à 2 heures du matin. Et quand elle se réveille à 11 heures, où il est le collier de perles, elle l'avait posé là sur le guéridon dans la chambre d'hôtel, et il y est plus. Elle prévient pas la police, c'est le truc, mais il y a des détectives privés, mais ça fait un article quand même dans le journal. Ça, c'est pas très très important. Je voudrais qu'on aille très très vite, très vite, très vite. On va faire une course comme ça, défile les pages, défile les pages, défile les pages, défile les pages, défile les pages. Jusqu'à la page spectacle. La page spectacle, on y est là. Mikado, Circus, Gorilla, Is That So, Harley's Dancing Mothers, les mamans qui dansent. Ça irait bien, j'hésite beaucoup à aller voir Dancing Mothers au lieu de Mercenary Mary. Tout ça, c'est évidemment Broadway qui fait sa pub. Et juste avant, on a cet article, et comment celui-ci, Lovecraft l'aurait loupé. Il s'agit du professeur Breasted. Alors le professeur, comment ça se prononce? Breasted, pardon. Quand on cherche ce qui le concerne, on découvre qu'à son décès en 1935, c'est pas un deuil national, mais c'est quand même quelqu'un, bon, ça fait parler. Là, il revient en paquebot, donc de Luxor, pour donner des conférences à la Cornell University, et lui, il relève de l'université de Chicago, et il ramène une statuette en agate noire, d'une déesse tenant un dieu enfant sur ses genoux. La statuette est toujours à l'honneur dans le musée de Chicago, et non seulement ça, mais à l'été prochain, ce docteur Breasted, qui revient là de Luxor, c'est l'université de Chicago qui va racheter l'ensemble de sa collection personnelle. Et ça, je pense que pour Lovecraft, ces questions-là d'écriture, d'archéologie, c'est évidemment toujours tellement le principal. Et dans mon PDF, c'est évidemment cet article-ci que j'ai choisi pour traduire. Voici en une cette statuette de 60 cm de haut, décrite par le New York Times, qui est évidemment une merveille d'art. Voici le petit article là, sur le professeur Breasted et ses fouilles à Thèbes et à Luxor. J'ai fait une petite digression justement sur ce rapport à l'inconnu par la fouille, ce rapport à l'inconnu géographique, mais il y a aussi un inconnu du temps. Tu vas dans des lieux que tu as déjà arpentés, mais si tu ouvres des strates du temps que tu as arpenté, c'est la même fascination là, pour l'inconnu. Et ça, dans Lovecraft, dans le Necronomicon, par exemple, c'est évidemment présent en permanence. Cet article est intéressant aussi parce que c'est le sous-titre. Le sous-titre « Only Nation with Money ». L'article se réjouit parce que en ce moment, il y a 8 campagnes de fouilles en Égypte. 6 sont américaines, 1 est française,
une est allemande. On a gagné. Et qui finance le professeur Bristol? Les Rockefeller. Quelle tractation entre Bristol et les Rockefeller pour qu'ils puissent être les premiers à augmenter leur collection personnelle, comme le professeur Bristol dispose d'une collection personnelle. Non, pas la statuette, mais c'est les Rockefeller qui financent les fouilles. Et cette question-là du capitalisme et de l'art ou du savoir, ou les deux, ou l'un par l'autre, ou les deux ensemble, ce genre d'article, ça nous aide à dépister aussi la part symbolique de ce qui se joue dans ces frontières, précisément encore aujourd'hui. Le professeur Bristol, donc le savant, personne ne mesure à quel point ces deux hommes splendides, Rockefeller et son fils, these two splendid men, ont favorisé la collecte de données concrètes et définitives, pas seulement pour la science, mais pour l'histoire et l'humanité tout entière, devant les Rockefeller. Voilà ce que j'ai gardé pour aujourd'hui. Un petit journal, un petit PDF, mais on a quand même pris le temps de parler d'autres choses. Et pour les 3 petites lignes qu'on avait aujourd'hui, c'est très bien. À demain.